Droit et devoir, nous recevons sur ce plateau Maître Amos, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir tout ce matin. Et le plaisir est partagé. Et avec vous, il sera question de parler de la clause de non-responsabilité. Pourquoi la clause de non-responsabilité? Oui, la question telle que libellée paraît un peu complexe. Il faut peut-être, avant de parler de clause de non-responsabilité, il faut d'abord parler du contrat, ce que c'est qu'un contrat. Un contrat, en réalité, c'est une convention par laquelle une ou deux personnes s'obligent à faire quelque chose, à ne pas faire ou à donner. À donner, faire ou à ne pas faire. Donc déjà, tel que défini, vous vous rendez compte qu'il y a la responsabilité qui est déjà là. Il y a une obligation qui est là. Donc il paraît paradoxal d'insérer une clause de non-responsabilité dans un contrat. Parce que le contrat en lui-même crée des responsabilités synalagmatiques. Si je travaille pour vous, c'est en contrepartie de l'argent que vous me donnez. Donc votre obligation à vous, c'est de me donner de l'argent. Mon obligation à moi, c'est de fournir le travail. Donc c'est des responsabilités déjà réciproques. Mais il se trouve que dans certains contrats, il y a ce qu'on appelle... D'abord, pour qu'il y ait contrat, il faut parler d'abord de l'autonomie de la volonté et de l'équilibre contractuel. Il y a d'abord l'équilibre et aussi l'autonomie de la volonté. Quand il s'agit d'un contrat privé, bien sûr. Mais il y a aussi des contrats qu'on appelle des contrats administratifs. Et quand c'est les contrats administratifs, il y a des clauses exorbitantes de droit commun. C'est-à-dire que l'administration, elle a l'autorité administrative, vous dit, bon, vous allez construire le ministère, voici les conditions, voici. Vous n'avez pas votre mot à dire. Vous venez, vous adhérez, c'est juste un contrat d'adhésion. Tous les critères sont définis par l'administration elle-même. Voilà pourquoi on dit que c'est des clauses exorbitantes de droit commun. Maintenant, il y a aussi des privés. J'ai un de mes clients qui m'a montré un contrat d'installation énergétique. Dans le contrat, il est dit que la marchandise, une fois livrée, on ne la reprend pas et le paiement, ça doit se faire en cash et il n'y a pas de garantie. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça s'apparente, ça frise même l'escroquerie. Si on vous vend quelque chose qui n'est pas normal, vous n'avez pas de chance pour venir revendiquer. Donc c'est peut-être à ça que vous faisiez allusion en disant que clause de non-responsabilité. Mais ça ne doit pas figurer dans un contrat. Le contrat en lui-même crée des responsabilités. Il y a ce qu'on appelle les effets du contrat. C'est-à-dire, un contrat doit être exécuté de bonne foi et c'est le sens de l'article 1165 du Code civil qui dit que le contrat doit être exécuté de bonne foi. Donc, dès lors que vous n'exécutez pas le contrat de bonne foi, ça crée une responsabilité civile contractuelle. C'est-à-dire que la personne qui n'a pas exécuté le contrat de la bonne manière, son co-contractant peut l'attraire en justice pour demander à ce qu'il soit dédommagé sur le plan pécuniaire et en responsabilité civile contractuelle. Donc, quand quelqu'un insère une clause de non-responsabilité dans un contrat, c'est que c'est un contrat vicié et c'est un contrat nul. Mais déjà, c'est quoi même la clause de non-responsabilité? Parce qu'elle existe dans les contrats où on dit que si moi je vais exécuter telle partie, mais en cas de quelque chose d'inattendu qui arrive, bah, moi je ne suis pas responsable dans ce cas-là. Est-ce que cela existe déjà? Oui, comme je l'avais cité tout à l'heure, lors d'un exemple, je disais qu'un de mes clients m'a montré un contrat dans lequel il achète une marchandise, mais il n'y a pas de service après-vente. Et j'ai dit non, c'est pas possible.
Donc, il y en a qui sont futés comme ça. Mais la notion du contrat, c'est que c'est la notion de l'autonomie de la volonté. C'est-à-dire, le contrat, c'est la loi des parties. Et pour que cette loi de parties-là soit équilibrée, la loi a prévu des conditions. Normalement, il faudrait que la personne ait la capacité de contracter. C'est-à-dire, quand tu n'as pas 18 ans, tu ne peux pas contracter. Il faut qu'il ait l'objet du contrat. C'est-à-dire, on ne peut pas contracter sur du vent. Il faudrait que la chose même existe, l'objet du contrat. Il faudrait également le consentement. C'est-à-dire qu'on n'oblige pas quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait pas de violence sur la personne. Il ne faut pas qu'il y ait de la tromperie, qu'on appelle dol, qu'il n'y ait pas de la tromperie. Il faudrait également qu'il n'y ait pas d'erreur, que la personne ne se trompe pas. Donc, tant qu'on constate qu'il y a une erreur dans un contrat, le contrat est nul. Tant qu'on constate que la personne a été induite en erreur, on l'a trompé, le contrat devient nul. Quand on exerce une certaine violence, soit physique, soit morale sur la personne, le contrat est nul. Donc, je disais tantôt, la capacité, l'objet, consentement, et puis la cause. Il faudrait également que la cause soit licite. Quand c'est une cause illicite, vous ne pouvez pas faire une convention pour vendre de la cocaïne, par exemple. C'est illicite. Vous ne pouvez pas faire un contrat de bail pour une maison de tolérance, par exemple. Je viens, je loue votre appartement pour permettre qu'il y ait des activités sexuelles immorales. Non, la cause n'est pas licite. Donc, dès que la cause n'est pas licite, le contrat devient nul. Donc, toutes les fois que vous prenez un contrat et qu'il y a des clauses, si c'est un contrat administratif, ça, la loi même dit que c'est des clauses exorbitantes de droit commun. L'administration est plus forte que l'individu. Ouais. Donc, si le ministère de la Communication veut avoir un studio, la personne qui gagne le marché ne construit pas selon ses règles à elle, mais c'est selon les règles du ministère de la Communication. Voilà pourquoi on dit que c'est les clauses exorbitantes de droit commun. Mais si Maître Amos veut construire sa maison et qu'il donne à un entrepreneur, il s'assied, l'entrepreneur lui dit voici ce que je veux, et Maître Amos aussi dit voici, il y a ce qu'on appelle l'équilibre. Donc, dès lors que Maître Amos dit bon, vous allez construire, mais si vous ne respectez pas le délai, je ne vous paye pas, ça, il y a problème. Parce que il y a les aléas qui peuvent arriver. Donc, le retard peut faire appel à des avenants et tout ça. Donc, dès lors que j'insère une clause de dire passez le délai de 2 ou 3 jours, je ne vous paye pas, ça veut dire que ça devient la loi du plus fort et ce n'est plus du contrat et ça devient nul à ce niveau-là. Parce que le consentement est vissé. Oui, mais maître, on voit qu'il y a certaines personnes qui préfèrent plutôt régler les affaires à l'amiable. Donc, quand il s'agit de contrats, parfait, moi, on vient, on s'assied, bon, on règle entre nous, sans toutefois faire recours à un cabinet. Mais en cas de non-respect, est-ce qu'on peut encore faire recours à un cabinet pour gérer cette affaire? Non, vous savez, le règlement à l'amiable, parfois, est inséré même dans le contrat. Par exemple, on dit à cas de litige, on appelle ça la clause compromissoire. Au lieu d'aller devant une juridiction étatique, nous préférons nous référer à un arbitre, par exemple. Donc, c'est une clause compromissoire. C'est-à-dire, au lieu qu'on ait... Parce que vous savez, en matière d'affaires, j'ai en face de moi un homme d'affaires, il en sait quelque chose. En matière d'affaires, les gens n'aiment pas être affichés. Quand vous avez une entreprise et tout le temps, vous êtes à la justice pour un oui ou pour un non, ça vous crée une mauvaise réputation. Alors, entre hommes d'affaires, nous, on estime que si, dans le cadre d'une convention, on n'arrive pas à s'entendre et qu'on veut résilier, il faudrait que ça soit fait de la manière la plus
amiable et entre nous. Ouais. Mais souvent, il vous faut vous faire accompagner par un avocat. C'est important. L'avocat, son rôle, ce n'est pas porter la robe et aller défendre un dossier, non. L'avocat a un rôle aussi de conseil. Le conseil. Il a un rôle de conseil, donc il vous fait une assistance juridique d'abord, avant une assistance judiciaire. C'est quand le juridique échoue qu'il peut envisager le judiciaire. Non, le juridique, c'est ça le conseil. Maître, je veux signer une convention. Est-ce que vous pouvez lire pour me dire quels sont les pièges, quelles sont les choses qui ne devaient pas être faites, qui sont là? Maître, j'ai une convention, mais là, le type n'exécute pas sa part du contrat. J'ai envie de résilier. Quelle est la bonne procédure? Il va vous dire comment le faire amiablement. Il va vous aider à le faire. Donc l'avocat, il n'est pas là seulement que pour porter la robe et aller défendre un dossier, mais il est là aussi pour des conseils juridiques et dans plusieurs domaines. Sous d'autres cieux, les avocats ils sont spécialisés. Mais ici, chez nous, compte tenu de... D'ailleurs, on n'a même pas des universités qui admettent des écoles doctorales et tout ça. Ouais. Donc, compte tenu de cette difficulté d'ordre pratique, finalement, un avocat au Tchad fait tout. Oui. Fait tout. Il y a peu se spécialisent. Même si tu as une spécialité, tu es obligé d'être là au pénal, au civil, revenir au social, ainsi de suite. Ouais. On fait pratiquement tout. Donc, je vous conseillerais, mais vivement, surtout pour mon cher entrepreneur qui est là, de se faire accompagner par un conseil. Et surtout en amont, il ne faut pas attendre qu'il y ait des soucis avant de s'approcher des hommes de loi. Alors revenons à notre sujet, la clause de non-responsabilité, parce que vous avez souligné le cas où il peut y avoir des aléas qui ne dépendent absolument pas des deux parties. Peut-être un cas de dégâts naturels, une catastrophe naturelle. En pleine exécution d'un contrat, il y a des choses qui ne sont pas prévisibles, qui peuvent arriver et qui ne dépendent aucunement pas de la responsabilité des deux parties. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut faire recours à la clause de non-responsabilité pour dire que non, ça n'existait pas dans notre contrat et ça ne dépend pas de nous, donc c'est la clause de non-responsabilité. C'est pas de notre responsabilité en fait. Là, ce que vous dites, nous les juristes, on appelle ça cas de force majeure. Ouais. Oui, à l'impossible, nul n'est tenu. Quand vous arrivez à ne pas exécuter votre obligation contractuelle et que la cause n'est pas née de vous, mais d'une circonstance irrésistible qui ne dépend pas de vous, ça n'engage pas votre responsabilité. Ça n'engage pas... Donc, souvent, pour prévenir ces cas de force majeure, les co-contractants essaient de dire qu'en cas de catastrophe naturelle qui empêche l'exécution du contrat, la responsabilité n'est pas imputable peut-être au maître d'ouvrage ou peut-être au maître d'œuvre, ainsi de suite. Donc, cette clause existe. Mais encore faut-il démontrer s'il y a effectivement cas de force majeure. Et ça souvent, c'est laissé à l'appréciation souveraine du juge. Vous faites vos contrats n'importe comment, vous pouvez avoir des difficultés, mais quand vous vous référez au juge, le juge va apprécier. Il va dire, est-ce que dans telle ou telle circonstance, on peut parler de cas de force majeure. S'il y a effectivement cas de force majeure, vous êtes dédouané. Mais si lui apprécie souverainement que non, c'est vrai, il y a eu des circonstances, mais elle n'est pas de nature à vous empêcher de respecter le contrat, vous serez condamné à des dommages et maître, dans ce cas, est-ce qu'il faut forcément descendre sur le terrain pour faire le constat avant de confirmer? Tout à fait, tout à fait. Et parce que le fait pour lequel vous dites qu'il y a eu ça et que je n'ai pas pu, ces faits-là, vous allez vous-même le dire. Et souverainement, le juge va apprécier est-ce que ce sont des faits de nature à empêcher, à vous rendre irresponsable. Oui. Si c'est de nature à vous rendre irresponsable, vous avez raison. Mais si c'est des circonstances qui peuvent être contournées, là,
vous serez toujours obligé. Monsieur l'entrepreneur, j'espère que vous apprenez beaucoup en même temps que nous, hein, avec nos téléspectateurs. Oui, exactement. Et, dans la dernière partie, ou bien dans les derniers sujets qu'il a évoqués, je pense que on peut faire recours aux assurances. Quand il y a une catastrophe naturelle, et c'est vrai que la responsabilité des deux parties n'est pas engagée, mais les assurances, après enquête, ils peuvent rembourser les dégâts. Monsieur Abdou, est-ce que vous avez déjà consulté un cabinet en cas de problème pour vous défendre, puisque vous exercez sur un terrain vraiment glissant? Constamment. Déjà, c'était une histoire incroyable. Quand j'étais à l'université de Djamena, j'avais un ami qui s'appelle Malik Taha. Il est doctorant actuellement à l'université de Tchang, mais il a déjà prêté serment récemment. Donc, quand on était à la fac, dans le bus, je suis Batouala, il est juriste, on s'est taquiné souvent. Je lui ai dit qu'un jour tu seras mon avocat, et il ne croyait pas, et aujourd'hui, il est mon avocat. Ça s'est concrétisé. Oui, ça s'est concrétisé. Il est devenu avocat des affaires comme il voulait, et je lui ai également dit comme ça, dans les blagues, aujourd'hui, on travaille ensemble. Donc, il y a quelque chose, je l'appelle, c'est lui qui nous représente quand il y a quelque chose. Quand il y a un contrat, il lit également, c'est lui qui rédige. Donc, en cas de soucis, en cas de besoin de conseil également, je l'appelle, tout ça. D'accord. Donc, c'est bien. C'est un cadet que je connais très bien. Voilà, Malik, voilà. Et j'ai aussi, mon meilleur ami, c'est un juriste et publiciste également, Morteur de Bonheur. Je ne sais pas si vous le connaissez, donc je suis entouré de juristes. Oui, bravo, donc vous êtes garanti alors. Maître, il a parlé des assurances. Oui, bon, en fait, ce qu'il dit n'est pas faux. Ça dépend de... Toujours la du nature, contrat. De l'objet du contrat. Si c'est, par exemple, la construction de ce bâtiment, ce joyeux architectural, on ne peut pas avoir une convention sans y associer un assureur. D'accord. Parce que les risques peuvent arriver et chaque partie va vouloir se protéger en cas de catastrophe. Donc ce qu'il dit est vrai. Mais l'assurance n'intervient que quand il constate la faute de son assuré. C'est quand l'assuré commet une faute que l'assurance vient en responsabilité civile au profit de son assuré. D'accord. Donc pour parler d'assurance, il faudrait inclure la notion faute. Il faudrait que l'assuré soit en tort. Ok. On va à peu près. D'accord. Merci beaucoup, maître, de nous rendre un peu moins ignorants chaque jour dans On cette... a beaucoup appris d'ailleurs. Beaucoup. Même moi, par vos questions, j'apprends. On apprend chaque jour. Et des questions assez embarrassantes. Et ça me permet également de faire des recherches. Et franchement, j'apprécie cette émission. Merci beaucoup. Et c'est au bonheur de vos téléspectateurs. Exactement. Et vraiment que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide à continuer davantage. Merci Maître Amos. Merci aussi à vous, Monsieur Abdou. Merci. Mamat, et bon vent pour vos différents projets. J'espère que vous allez inviter de temps en temps des entrepreneurs. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, on le fait. Oui, j'ai constaté avec quelques-uns de mes amis qui sont déjà passés par là. Donc j'estime que c'est une émission qui va ouvrir la porte ou bien qui va inciter les autres à prendre le même chemin parce que notre pays en a vraiment besoin. Parce que nous avons beaucoup de secteurs où nous pouvons nous positionner en distributeur sous-régional ou continental, comme par exemple le secteur agricole, notamment risicole. Mais personne, je ne comprends pas l'association. Nous avons des eaux, nous avons des terres extrêmement fertiles pour ça. Pourquoi ne pas faire appel à des firmes étrangères pour exploiter, juste pour histoire que l'argent ne sorte pas du pays. Parce qu'actuellement, nous sommes en déséquilibre total avec notre balance de paiement. La seule chose qu'on exporte, c'est le pétrole et le bétail. L'agriculture, ce n'est plus comme avant. Pourtant, nous avons des terres. Pourquoi ceux qui ont de l'argent, ou bien pourquoi le gouvernement ne cherche-t-il pas des investisseurs étrangers pour venir s'installer? Parce qu'en matière des investissements directs étrangers, le Tchad est très bien placé. Déjà, nous avons les impôts qui sont moins bas que les autres pays. C'est déjà l'un des facteurs favorables aux IDE. Nous avons également la sécurité. Et contrairement à ce que pensent les gens, ce n'est pas une question de sécurité parce que actuellement le Tchad fait partie des pays
et plus sécurisé. Néanmoins, les zones où je suis en train d'indiquer pour l'agriculture. Nous avons également la main-d'œuvre qui est moins chère. Donc nous avons autant des éléments qui peuvent favoriser les investissements directs étrangers. Mais je ne sais pas qui ne veut pas oser. En tout cas. Soit le gouvernement ou les commerçants, je ne sais pas. Mais pour enchérir ce que mon cher ami Abdou est en train de dire, il faut également, ce qu'il faut dire et le dire à haute voix, il faut assainir également l'environnement juridique. Et c'est là où le problème y est. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que le Tchad n'a pas de potentialité, ce n'est pas parce que le Tchad n'a pas d'atouts à offrir au monde. Mais chaque investisseur veut être reconnu dans ses droits en cas de litige. Exactement. Mais le grand problème, c'est l'environnement judiciaire. La corruption est gangrénante et ça fait que personne ne prend de risques. On dit, il n'y a pas la justice au Tchad. On le dit ça comme ça, il n'y a pas la justice au Tchad. Aujourd'hui, si tu es un investisseur étranger et que tu as un problème avec un national, tu n'es pas sûr de gagner le procès, d'être dans ton droit et ça t'empêche de t'aventurer dans un tel pays. Donc je crois qu'il faut que les juristes, les magistrats travaillent à redonner confiance à tout le monde. Vous verrez que les gens vont venir. Parce que si vous mettez votre argent et vous êtes sûr je trouve que ça devient de plus en plus intéressant. C'est comme Maître dit n'est pas mauvais, mais le Tchad n'est pas plus corrompu que les autres pays. Et en ce qui concerne la juridiction, nous avons en matière de contrat, je suis dans les contrats, je m'y connais également un peu, ce qu'on appelle la loi applicable. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand c'est avec un étranger que vous signez, il y a ce qu'on appelle l'élément d'extranéité dans le contrat. Il y a ce qu'on appelle la loi applicable. On peut choisir la loi applicable, la loi de France, des États-Unis, ça dépend en cas de litige. D'accord, très bien. Je vais malheureusement nous inviter à poursuivre ce débat très prochainement. Ça devient intéressant et là on passe à d'autres sujets tout aussi intéressants que les nôtres ce matin. Merci à tous les deux. Malheureusement, on n'a pas le temps de creuser encore plus loin. On va recevoir sur ce plateau deux autres invités juste après cette courte pause.